Eh bien, je propose de démarrer par finalement les constats. On l'a déjà vu hein, avec les premières interventions du matin. Mais poursuivons néanmoins sur les constats. Virginie Schwartz, pourquoi la ville présente-t-elle des enjeux particuliers à vos yeux quelles en sont les raisons? Bonjour à toutes et à tous. Alors la ville finalement c'est un endroit qui concentre beaucoup de personnes, beaucoup d'équipements. C'est un endroit où il y a des conditions de vie qui peuvent également être plus ou moins favorables par rapport à l'évolution des conditions météo. Et donc déjà à ce titre, la ville est concernée par l'ensemble des impacts du changement climatique qu'on évoque depuis ce matin. Mais la ville est encore plus concernée par un enjeu particulier qui est celui de l'augmentation des températures. Compte tenu de la structure des villes, ces espaces denses, très artificialisés, dans lesquels va se mettre en place ce qu'on appelle l'effet d'îlot de chaleur, qui va conduire à ce que, à conditions météo identiques, la température soit plus élevée dans les villes que dans les espaces ruraux. C'est lié au fait que les bâtiments, les surfaces artificialisées des villes vont accumuler la chaleur et puis ensuite la relâcher pendant la nuit, alors que à la campagne, finalement, les espaces végétalisés vont consommer, on va dire, la chaleur, notamment par l'évapotranspiration. Donc la ville, elle va se retrouver avec des températures plus élevées, parfois de manière très significative. Ici, sur Paris, on estime que cet effet d'îlot de chaleur urbain, il va augmenter en moyenne les températures de 2,5 degrés par rapport à l'extérieur de la ville, mais même jusqu'à 10 degrés dans les périodes les plus intenses. Donc cet effet, il est très considérable et il vient se cumuler avec ce que Patrick Josse nous a présenté tout à l'heure. Par exemple, l'augmentation des vagues de chaleur. Donc, déjà des températures qui vont augmenter encore plus en ville, avec l'augmentation du nombre de nuits tropicales. Donc déjà des nuits qui vont être difficiles pour les organismes sur beaucoup d'endroits du territoire, mais un effet qui s'intensifie encore dans les villes. Cet effet, il va dépendre de la morphologie de la ville. Comment elle est construite, les rues, les bâtiments, va dépendre des matériaux qui sont utilisés dans la ville, et puis elle va dépendre de l'occupation des sols, et en particulier du caractère plus ou moins végétalisé ou non végétalisé, donc artificialisé, des espaces de la ville. Et c'est pas seulement dans les très grandes villes, j'ai donné l'exemple pour Paris, mais par exemple sur une ville comme Reims, on va avoir jusqu'à 7 degrés d'effet d'îlot de chaleur urbain. Donc c'est vraiment quelque chose qui va concerner très largement nos villes. Alors, on imagine, enfin, quels sont les risques pour les habitants? Les habitants des villes qui, rappelons-le, constituent 85% de la population du pays. Alors, ces risques, ils sont multiples. Ce sont d'abord des risques sanitaires qu'on a évoqués aussi tout à l'heure. Des risques directs. On sait que, par exemple, en matière cardiovasculaire, la température va avoir une influence. Des risques liés à la difficulté de récupération des organismes la nuit, avec ces nuits tropicales qui vont se multiplier. Très directement, par exemple, à l'occasion des canicules de 2003, on a vu que la surmortalité qui avait été constatée dans beaucoup d'endroits du territoire, elle était en ordre de grandeur, on va dire 5 fois plus forte à Paris que dans les zones rurales. Mais il y a aussi des effets indirects sur la santé qui peuvent être constatés, parce que grosse chaleur, ça va vouloir dire moins d'activité physique, par exemple. Il y a aussi des situations qui sont favorables à l'îlot de chaleur urbain qui vont pouvoir générer davantage de pollution de l'air. Et donc là, les effets vont s'accumuler. Et puis, plus largement, finalement, il va y avoir des conséquences sur le confort de vie des habitants au sein de la ville, le confort de vie des habitants permanents, mais aussi le confort des touristes, et donc des questions qui peuvent être sur l'attractivité touristique de ces villes. Mais dans une ville, il n'y a pas que des habitants, il y a aussi des infrastructures. Et ces infrastructures aussi,
elles vont pour risquer d'être impactées par ces températures très extrêmes. Donc encore renforcé par l'effet de chaleur urbain. Et donc ça peut être des infrastructures ferroviaires, notamment quand elles sont en plein air, par exemple des rails de métro du métal. Ça peut être des équipements électroniques de satellites de communication qui sont souvent en plus sur les toitures, donc qui sont encore plus exposés à la chaleur. Ça peut être les routes. Qui, au-delà d'une température de 35 degrés, on sait que le bitume, l'asphalte commence à être impacté par la température. Donc, voilà, c'est l'ensemble de ces infrastructures qui peuvent être concernées et donc auxquelles il va falloir réfléchir dans une politique d'adaptation de la ville. Alors justement, de l'avis de Météo France, qu'est-ce qu'il vous semble urgent de mettre en œuvre, de mettre en place pour faciliter cette adaptation ? Alors, le rôle de Météo France, c'est pas de prescrire les solutions, c'est plutôt, comme l'a dit Patrick Josse, d'aider dans le processus de prise de décision en fournissant des informations. Et donc, pour bien s'adapter dans la ville, ce qui nous semble important, c'est d'abord de bien comprendre ce phénomène d'îlot de chaleur. Et donc, c'est pour ça que nous proposons une solution qui permet de modéliser les fautes d'îlots de chaleur vraiment à la maille la plus fine de la ville. On est à l'échelle de la centaine de mètres pour pouvoir regarder exactement quelles sont les parties de la ville qui vont être le plus impactées, parce que ce n'est pas homogène. Et puis pour pouvoir ensuite simuler l'effet d'un certain nombre de politiques publiques qu'on va souhaiter mettre en place pour regarder sur ces zones les plus impactées, qu'est-ce qui va être le plus efficace, quels sont les bénéfices qu'on va obtenir, en travaillant à nouveau sur ces trois éléments qui vont structurer l'effet d'îlot de chaleur, c'est-à-dire la morphologie de la ville, les matériaux utilisés et puis l'occupation des sols et en particulier la végétalisation. Donc là, on va être sur des solutions qui, pour certaines, vont pouvoir être des solutions d'assez court terme, pour d'autres, des solutions de très très long terme, mais qui vont nécessiter de croiser les regards de tous les experts, notamment dans les métiers qui sont parmi nous aujourd'hui, pour construire vraiment des solutions qui sont efficaces et dont on va pouvoir modéliser les résultats. Merci. Alors effectivement, vous parliez des acteurs de terrain. On va avoir différents points de vue sur la question comment appréhender sur le terrain ce phénomène de la hausse du thermomètre dans les villes. François Chollet, comment votre territoire, donc Toulouse Métropole, a-t-il vécu, par exemple, 2022 et 2023, très concrètement ? Alors c'est clair que ce champ de l'adaptation est un champ qui est un tout petit peu nouveau et qui est très prégnant depuis l'été 2022. En fait, nous avions anticipé depuis 2020 une campagne de végétalisation avec ce qu'on avait appelé sur Toulouse Métropole le plan 100 000 arbres, avec un engagement à planter 100 000 arbres en 10 ans, c'est-à-dire 10 000 arbres par an, soit 7 000 de plus que ce qui se faisait normalement. Et puis 2022 est arrivé, effectivement, et nous avons, à ce moment-là, devant l'ampleur de la chose, réfléchi à un plan de Toulouse plus fraîche, qui, effectivement, a pour but non seulement de repérer les îlots de chaleur urbains, et faut-il les diagnostiquer ? C'est vrai que maintenant, on a des outils qui permettent de regarder ce qui se passe, de les quantifier. On a mesuré, vous citiez des exemples, on a mesuré que, par exemple, entre le centre de Toulouse, la place du Capitole et les villes de la métropole les plus éloignées, il pouvait y avoir 6 degrés d'écart à 18h l'été, ce qui est colossal, considérable. Et donc, pour nous, la question, c'est la végétalisation, je l'ai dit, et puis la végétalisation haute, et puis c'est la désimperméabilisation, c'est le travail sur l'albédo, et très clairement, nous, on est preneurs d'outils de diagnostic. C'est une chose, on commence à les avoir très clairement. On a développé des capteurs sur Toulouse Métropole, 60 capteurs qui nous donnent en temps réel la température, des outils qui nous permettent de suivre, comme vous disiez, l'impact des actions, et puis des outils qui nous permettent de modéliser cet impact avant de les avoir réalisés, si vous voulez, pour maximiser, si on peut le dire comme ça, les chances d'efficacité de ces différentes actions. Donc c'est vrai qu'on est un peu à la croisée des chemins,
et que ces initiatives sont très importantes. Je vous donne un exemple. On a au centre de Toulouse, sur l'île du Ramier, désimperméabilisé 10 hectares, l'ancien parc des expositions, qui sont devenus, donc, en l'espace de quelques semaines, une friche. On a mesuré la température, la moyenne de température, c'est ce que disait le ministre, hein. Avant et après, c'est moins un demi-degré. Ce qui est beaucoup. Et ce qui est non seulement beaucoup, même si ça paraît peu important, mais surtout qui a un impact colossal sur la population, parce que ça prouve que ça marche. Et les gens ont besoin de savoir que ça marche. Il n'y a pas que les élus qui ont besoin de savoir que ça marche, mais nos concitoyens ont besoin d'être accompagnés là-dessus et d'avoir des indices d'efficacité de nos différentes actions. Valérie Flicoteau, dans quelle mesure les villes sont-elles prêtes ou non à faire face à la hausse des températures ? Alors, si en France on est en avance, ce que disait Monsieur le Sénateur sur le réalisme, je pense qu'on n'est pas en avance sur l'adaptation. Je pense que les villes françaises ne sont pas adaptées. Et on voit que c'est un problème parce qu'en fait, intervenir sur la ville, c'est toujours intervenir sur le temps long. Ça demande beaucoup de temps. Vous le dites, monsieur, il faut prendre aujourd'hui des décisions qui vont nous emmener sur les 20, 30 ans à venir. Donc, il y a aussi une urgence à réagir et à faire. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a beaucoup de villes françaises qui sont construites en pierre, donc avec des matériaux. Le sujet des matériaux et de l'impact des matériaux, tant sur les sols que sur les murs, est aussi déterminant. Et ça, c'est un sujet qui va nous occuper, nous directement, architectes et constructeurs, de trouver les moyens de comment atténuer et faire changer ces matériaux. Je pense aussi que la problématique de l'adaptation des villes, elle croise un peu toutes les thématiques. C'est-à-dire que ça croise la question du déplacement, ça croise la question de la construction, ça croise la question de la place de la nature en ville. Donc tous ces sujets-là doivent être traités tous et en même temps. Donc ça aussi, ça pose des questions. Et je pense que la dernière chose, c'est bien évidemment la question du financement. Parce que tous ces aménagements coûtent très cher. On a bien vu la polémique qui s'est faite entre les finances de la ville de Paris et la façon dont Anne Hidalgo répond au gouvernement en disant nous, on se met en marche pour s'adapter, on a besoin de moyens pour le faire. Donc la question, c'est effectivement qui va payer et comment la solidarité nationale aussi doit se concrétiser sur ces sujets-là. Voilà, c'est un peu ce que j'ai envie de dire. Fabrice Bonifay, comment... alors je rappelle, enfin c'est écrit, mais que vous êtes directeur du développement durable donc chez Bouygues. Donc justement, comment la hausse finalement des températures dans les villes impacte votre secteur en particulier ? Il y a un impact déjà sur les activités en tant que telles, les activités de production. Et puis il y a surtout un impact sur le modèle d'affaires, parce qu'en fait on va travailler différemment dans la mesure où nos clients vont nous demander de faire autre chose que ce qu'on a toujours fait. Et donc il faut qu'on adapte aussi notre capacité de réponse à des sollicitations des pouvoirs publics qui vont nous demander donc de les aider à faire un peu le contraire de ce qu'on a fait depuis 70 ans, quoi. Voilà. Donc faire et défaire, c'est travailler, mais enfin ça va être un peu compliqué quand même. Alors déjà, sur les activités en production propre, c'est que bon, les canicules annoncées et qui sont déjà là, on ne met pas des ouvriers dehors plusieurs jours de suite quand il fait plus de 45 degrés. C'est juste pas humain, quoi. Donc oui, dans les risques aujourd'hui qu'on analyse, et dans le cas de la CSRD, on l'a pris en compte, oui, il y aura des jours de chômage technique parce qu'on n'a pas le droit de mettre des gens à travailler toute la journée dehors comme ça, c'est pas possible. C'est humainement pas possible. Donc oui, on prévoit ça. Donc, parce que le coup de décaler les horaires, de les faire travailler très tôt le matin, etc., ça va quelques jours, mais comme ils ne dorment pas la journée puis qu'ils dormiront plus la nuit, ça va être un peu compliqué, quoi. Donc il faut accepter ça. Et ça va aussi, bien sûr, avoir des impacts sur la durée des chantiers. Et voilà, donc tout ça, c'est des choses qui nous concernent, nous, mais qui concernent, moi je suis ici le patron de la sécurité du groupe. Notre premier actif, c'est nos collaborateurs. On n'a pas le droit de ne pas s'occuper de leur santé. Mais pour nos clients, c'est quelles sont les solutions commerciales qu'on va proposer
pour l'adaptation. Voilà. Et le but, c'est pas de donner des approches sur le neuf, ça n'a pas beaucoup de sens, parce que 80% de ce qui est construit aujourd'hui existera encore en 2050. Donc le vrai enjeu, c'est pas tant le neuf, la construction neuve, et on sait que la construction neuve, aujourd'hui, il va falloir en faire moins, on le sait très bien, avec la loi ZAN, etc. C'est comment on adapte ce qui existe déjà. Voilà. C'est l'adaptation de ce qui existe déjà. Et là, il faut vraiment se dépêcher, parce qu'il y a 30 millions de logements en France qui sont pas adaptés pour le confort d'hiver, mais qui ne sont pas du tout adaptés pour le confort d'été. Mais ce qui tombe bien, c'est qu'en fait, les mesures qui marchent pour l'un peuvent marcher pour l'autre. Et donc déjà, l'isolation. L'isolation, on peut s'isoler du froid et du chaud de la même manière avec un bâtiment, ce qui n'est pas tout à fait la même chose lorsqu'on est un organisme vivant. Et aussi le retour des ombrières. Alors ça ne va pas plaire aux architectes, mais il va bien falloir qu'on le fasse aussi. Hein. Donc remettre des ombrières pour faire les brises-soleil sur certains types de bâtiments, pour certains types d'expositions. C'est du bon sens dans beaucoup de pays, mais il va falloir qu'on réinvente ça quand même assez rapidement. Hein. La désartificialisation, ça a été dit et redit. Oui, il faut renaturer les villes, revégétaliser les villes le plus vite possible et le remplacer par des surfaces qui, lorsqu'il va y avoir des pluies diluviennes, ne se transportent pas en bourbier. Donc le but, c'est pas de remettre en pleine terre tout, parce que ça va pas le faire, mais de faire ce qu'on appelle, nous, des éponges urbaines. Donc on travaille là-dessus en matière de génie écologique, c'est-à-dire des zones qui vont pouvoir absorber les pluies diluviennes qu'on va avoir en fréquence, et ça a été dit par M. Jost tout à l'heure. Donc on va avoir plus de précipitations, et des précipitations violentes. Donc aujourd'hui, tous les réseaux d'eau pluviale des villes n'ont pas été dimensionnés pour absorber ces surcroîts de pluie à certains moments donnés, et dans certaines villes. Et on voit bien que les inondations deviennent maintenant un problème chronique dans beaucoup de villes en France. Et on ne pourra pas assurer en permanence, ça a été dit aussi par le ministre, ces sinistres. Donc il va falloir s'adapter en mettant donc des bacs de rétention, des systèmes de rétention urbaine qu'on pourra coupler à des systèmes des jardins, et ça sera bon aussi pour la biodiversité, hein, pour capter cette humidité, la retenir, et ensuite par évapotranspiration, ça permettra de refroidir un petit peu les villes. Alors sur l'albédo, ça a été dit rapidement, mais là aussi, le plan albédo France, on est très 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 en retard. Donc heureusement, on a quelques sociétés qui commencent à proposer des solutions pour repeindre en blanc tout ce qu'on peut repeindre en blanc, et notamment les toitures où il n'y a pas de problème de réflectivité sur les toitures, donc d'éblouissement. Mais je pense qu'on devrait prendre la décision, et moi j'appelle les pouvoirs publics à prendre des décisions radicales, de dire qu'il faut vraiment, comme on oblige aujourd'hui les ravalements de façade, qu'on oblige à repeindre tout en blanc, tous les toits en blanc. Voilà, ça permet de faire baisser la température en été des bâtiments. C'est substantiel, hein, on arrive pour certains bâtiments à baisser l'augmentation de température de 8 à 10%, ce qui est complètement, c'est énorme. Et donc, je pense que dans certains pays, ils l'ont fait. Au Japon, ils sont en train de le faire. Pourquoi on ne le fait pas en France ? Ça, c'est des décisions qui sont faciles à prendre. C'est du réglementaire. La plupart des propriétaires de bâtiments, notamment dans les grandes villes comme Paris, ont largement les moyens de se payer ce genre de travaux. Et là aussi, il faut que les architectes se calment un peu là et regardent l'intérêt sanitaire. Voilà. Valérie Flicoteau, une petite réaction. Non, mais, enfin, je ne sais pas trop comment Bouygues voit les architectes. En tout cas, nous, on est totalement préparés à ces questions de conception bioclimatique, d'adaptation des bâtiments, de travailler sur des ombrières, effectivement, de travailler à l'isolation des bâtiments. Effectivement, la question la question de la couleur des toitures, c'est aussi une question importante. La végétalisation, enfin, tous ces sujets-là sont quand même le quotidien des architectes qui sont par ailleurs des pionniers dans ce type de démarche. C'est quand même les architectes qui aujourd'hui portent les conceptions bioclimatiques et adaptées les plus ambitieuses. Donc bon voilà quoi, on est ravis que Bouygues embarque dans ce bateau-là. François Chollet, comment aider Toulouse Métropole dans le processus d'adaptation au changement climatique ?
Je crois que d'abord, il y a l'élan national qui se dégage et stimulant. Je pense qu'on a évoqué les questions de financement, c'est vrai. Ce que je voulais simplement dire, c'est que ce qu'il faut envisager, c'est le temps de l'action. Il y a des mesures, vous l'avez dit, madame, qui sont des mesures à long terme. La végétalisation, c'est 10 ans avant d'avoir une futée. Mais il ne faut pas attendre ce temps-là pour lancer des actions. Il y a des actions qui peuvent paraître anodines parfois, mais qui sont, et notre expérience est extrêmement importante. Exemple, des ombrières. Exemple, l'albédo, vous l'avez dit, nous l'imposons dans l'ensemble des constructions nouvelles. C'est aussi, par exemple, l'ouverture les horaires d'ouverture des piscines, des jardins, des musées étendus. Donc il y a un tas de petites mesures qui sont des petites mesures à prendre tout de suite et sur lesquelles nous avons réfléchi. Et il ne faut pas, j'allais dire, attendre que les arbres aient poussé pour commencer l'action. Merci beaucoup. Pascal Berthaud, déjà peut-être une réaction sur tout ce que vous venez d'entendre, et puis ensuite, dans un second temps, vous nous expliquerez comment le CEREMA accompagne les collectivités dans la mise en œuvre des actions d'adaptation des villes à l'augmentation des températures. Mais déjà, une petite réaction sur ce que vous venez d'entendre. Oui, je crois que ce qu'on vient d'entendre est finalement assez clair. Des solutions aujourd'hui, il y en a. Vous avez tous énuméré un certain nombre de solutions. Et finalement, l'enjeu, c'est vraiment de passer à l'action. Moi, je voudrais insister sur ce point-là, sur le fait qu'on est quand même sur du temps long. Alors évidemment, on a eu une année très chaude l'an dernier. Bon, ceci dit, moi j'ai vécu 2003 avec la ministre Roselyne Bachelot, qui d'ailleurs à l'époque avait dit dans 20 ans, ça sera une année normale. Elle s'était fait allumer comme pas possible. Donc on vient de vivre une année d'inondation, mais je veux dire, il va revenir des années sèches, il va revenir des années normales, et puis évidemment les sécheresses, les inondations, les canicules vont être de plus en plus fréquentes. Et je crois que ce qu'il faut, c'est effectivement bâtir des politiques sur le temps long, parce que le temps long, c'est aussi ce qui permet de les financer. Tant mon voisin qui dit c'est facile, il n'y a pas de problème, la ville de Paris a les moyens. Je veux dire, faut pas se tromper. Derrière l'adaptation, c'est des milliards et des milliards d'investissements. Par contre, c'est des milliards et des milliards d'investissements sur des sujets sur lesquels on investit régulièrement. Typiquement, effectivement, les façades des bâtiments, on les refait souvent. Donc, effectivement, imposons le fait que quand on refait les façades, à ce moment-là, il faut prendre en compte telle ou telle chose. Donner un exemple qui nous a beaucoup fait frémir au CEREMA, une activité sur les infrastructures qui fait à peu près 30% de notre activité. Alors vous pouvez penser qu'une route, c'est un tas de cailloux et que ça ne va pas être impacté par le changement climatique. Manque de bol, si, parce que évidemment, le dimensionnement des différentes couches de cailloux sont liés à l'évolution du profil de température. Donc, il va falloir refaire à peu près toutes les routes de ce pays, notamment les nationales, les départementales. Il y en a 500 000 kilomètres. Et en même temps, si on étale ça sur 30 ans, de toute façon, ces routes, il faut les refaire assez régulièrement. Et donc, si on fait ça, il y aura un surcoût, bien sûr, mais qui n'est pas forcément si énorme. Et on a ça, finalement, sur chacun des sujets. Et c'est ce qui fait que nous, au CEREMA, on a le changement climatique optimiste. Alors, ça paraît horrible quand on dit ça, mais on en a un petit peu fait notre slogan, parce que finalement, c'est une rupture énorme. Enfin, entre nous, l'humanité, elle a vécu d'autres ruptures. Et on a aujourd'hui les moyens techniques, les solutions. Et puis on va encore en développer un paquet d'autres dans les années, dans les décennies qui viennent. Simplement, le vrai sujet, c'est effectivement, faut se mettre en marche aujourd'hui, parce que si on attend 20 ans et d'être au pied du mur, là, pour le coup, ça sera une catastrophe comme on n'en a jamais connue. Merci. On va rapidement voir, parce que l'heure tourne, la question des besoins. Valérie Flicoteau, justement, en tant que vice-présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes, quels seraient vos besoins que vous appelez de vos voeux, si je puis dire? Alors, ça a été dit aussi, pour pouvoir adapter les villes, il faut formuler des stratégies. Et du coup, pour formuler les stratégies, monsieur le sénateur Dantec en parlait, il faut
la matière grise. On a un slogan, nous, c'est plus de matière grise pour moins de matières premières. Effectivement, il faut se poser, il faut réfléchir, et les architectes font partie des professions qui sont amenées à travailler sur ces sujets, parce que l'architecture est un petit peu à l'articulation entre l'urbanisme, l'aménagement du paysage et la construction. Et du coup, nous, on appelle de nos voeux à ce qu'il y ait plus et des meilleures prises en charge de diagnostics territoriaux auprès des collectivités locales. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ça a été dit aussi, pour pouvoir faire et réussir cette adaptation climatique, il faut emporter les populations. Et là aussi, les questions de concertation, d'explication, de comment on va vers les gens pour leur expliquer les nouvelles règles urbaines ou les nouvelles règles qui s'appliquent à leurs bâtiments. En aparté, le ministre Béchu parlait, par exemple, des gonflements d'argile qui va impacter des millions de maisons. Du coup, comment justement aller vers les gens pour leur expliquer que leur maison va être impactée par telle ou telle problématique, et que les règles ont changé. C'est-à-dire que là aussi, les PLU vont devoir s'adapter, donc la constructibilité des terrains va devoir évoluer, la façon dont on va construire, on parle de l'albédo, et effectivement, on va devoir imposer des choses sur les façades, sur les toitures. Donc tout ça, ça doit s'expliquer. Et là aussi, ça va demander du temps, ça va demander de l'argent, ça va demander des compétences que les architectes partagent, mais avec d'autres. En fait, tous les concepteurs de la ville sont là aussi pour porter ces sujets-là. Et puis après, dans le faire, c'est effectivement, il y a des sujets, nous, qui nous occupent beaucoup sur les matériaux, et développer des filières de matériaux en France qui sont biosourcés, géosourcés, qui sont locaux, travailler sur les filières de réemploi, comment amener le réemploi à mieux intégrer la question du bâtiment. Des exemples, aujourd'hui, il y a en France, là, il y a du bois, mais il n'y a pas de filière de transformation suffisamment importante. Donc les grumes sont encore coupées en France, partent en Chine pour être transformées et reviennent en France sous forme de matériaux de construction. Ça, c'est des solutions qui devraient plus exister. Et donc, on voit bien que derrière, il y a toute une filière industrielle qui doit se remettre en place. Et il y a aussi, nous, on est très attachés aussi au fait que l'architecture doit retisser des liens nouveaux avec son territoire, et on construit pas de la même façon à Toulouse qu'à Calais. Et donc, même si c'est des architectures de briques, la brique toulousaine, c'est pas la même que la brique de Calais. Et donc, on doit aussi retravailler, retisser des liens avec les forces des territoires et leur capacité de produire elles-mêmes leurs propres matériaux de construction. François Chollet, justement, on rebondit sur les territoires. Toulouse Métropole, donc quels sont pour Toulouse Métropole les besoins pour progresser sur la voie de cette adaptation nécessaire ? Alors, vous avez parlé d'un élément qui est capital, c'est la stratégie. Et cette stratégie, elle se décline, elle est une déclinaison temporelle d'abord. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a une stratégie à court terme, à moyen terme et à long terme. Ensuite, cette stratégie, elle est fatalement partenariale avec les architectes, avec Bouygues aussi sans doute, et le CEREMA bien sûr. C'est stratégie qui est fatalement partenariale. Les collectivités ne feront rien toutes seules, j'allais dire. Elles ont besoin de ce partenariat. Partenariat avec le monde de l'entreprise, qui me paraît effectivement très, très important. Et puis partenariat, j'allais dire, avec les citoyens. Et c'est vrai que, et c'est une des initiatives, vous voyez, que nous prenons, qui est de susciter auprès des comités de quartier, auprès de ce qui fait la vie d'une mairie, de cette proximité, des idées, des espaces de réflexion, des espaces de dialogue avec les citoyens. Ça paraît excessivement important parce que en matière d'acceptation, d'adhésion, en matière comportementale, puisqu'il y a fatalement des comportements qui vont changer et qui sont en train de changer
on l'espère, avec ces changements climatiques, cet aspect comportemental est excessivement important. Merci. Fabrice Bonifay, est-ce que vous voulez réagir? On a entendu la voix des architectes, on a entendu Toulouse Métropole, le CEREMA. Quels sont les besoins vus du côté de chez Bouygues? En fait, ce qu'on a besoin, c'est de prescription dans les entreprises. De prescription, parce qu'en fait, on a développé donc des solutions commerciales pour répondre à ces enjeux d'adaptation, mais on ne nous les demande pas. Donc, on ne peut pas les vendre, on ne peut pas les installer. Alors, à part dans certaines villes, bien sûr, mais enfin, ça reste encore timide par rapport aux appels d'offres qui sortent tous les jours. Donc, on a, nous, un portefeuille de solutions qui est adapté. Par exemple, on voudrait relancer en France la construction pierre. La construction pierre qui a été quand même très en vogue il y a 150 ans, ça a complètement disparu au profit du béton. Mais nous, on vend pas de béton, hein. On l'achète le béton quand on le met pour nos clients. Et si demain on nous dit construisons en pierre ou construisons en bois, on sera vachement content vu qu'on a développé maintenant ce savoir-faire-là. Et la pierre, c'est un excellent matériau pour isoler à la fois du chaud et du froid. Pourquoi on ne fait pas plus de logements en pierre? On ne nous le demande pas. Je pense que ça, dans les PLU, c'est des choses qui devraient aussi émerger. Reconstruire en pierre, et puis d'abord c'est plus joli en plus, hein, c'est quand même plus sympa. Aussi, on n'a pas parlé de l'eau. On a parlé des eaux pluviales tout à l'heure, mais le traitement des eaux grises, aujourd'hui, nous, on le fait pour nos propres bâtiments, mais pourquoi on n'impose pas ça aussi? On ne voit rien arriver dans les appels d'offres là-dessus. Donc le traitement des eaux grises, nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire récupérer les eaux grises des bâtiments publics, privés, les logements même. On l'a fait à Grenoble et ça marche très très bien. On les traite in situ. Donc les traiter in situ, ça crée des zones humides dans les villes. Encore une fois, c'est excellent pour la biodiversité parce que c'est un enjeu énorme aussi pour les villes. Et puis on peut réinjecter ensuite les eaux traitées qui ne seront pas potables, certes, mais au moins pour les toilettes des bâtiments, c'est 70% de la consommation d'eau quand même. Donc c'est important. Et là aussi, on ne voit rien arriver. Donc nous, on se dit, si on veut arriver si on fait ce qu'on a toujours fait, on obtiendra ce qu'on a toujours obtenu. Là, aujourd'hui, monsieur l'a dit, il nous reste une vingtaine d'années pour adapter nos villes parce que moi, je ne suis pas sûr qu'on puisse s'adapter à tout, hein. C'est vrai qu'on partage avec le rat et le cafard une capacité d'adaptation très forte des humains, hein. Mais quand même, on n'a pas rappelé les chiffres, mais je crois qu'il y avait eu 17 000 morts en 2003. C'était surtout des vieux. Il y en a eu encore plus en 2022, 2023. On n'a pas voulu donner le chiffre là, parce que ça fait peur. Mais le jour où ce sera les bébés qui vont mourir, il va se passer quoi? Donc oui, il faut commencer dès maintenant à changer les appels d'offres. Les entreprises ont des solutions de génie écologique. On vient de créer des filiales dédiées à cela dans les grands groupes. Eh bien, maintenant, on serait très très content de travailler. Voilà. Merci. Merci à tous les 5. Alors, la parole est à vous dans le public. N'hésitez pas à poser vos questions à nos 5 intervenants. On a 8 minutes à peu près pour vos questions. N'hésitez pas à vous présenter également quand vous prenez la parole. Alors, madame. Ah oui, monsieur. Bonjour. Donc, je suis parisien, dans le 12e arrondissement, côté gare de Lyon. En ce moment, dans mon autre quartier, par exemple, je donne une illustration très concrète. La mairie de Paris a décidé de planter 4 arbres. Bon, allez, un peu plus, 8 arbres. Pour ça, ils refont 4 rues et de limiter la circulation automobile. Oui, tout à fait. Pourquoi pas 4 arbres hein, ou 8 arbres? C'est bien. Bon, comme vous l'avez dit, monsieur, c'est un arbre, si c'est arrosé, au début, si c'est arrosé, ça mettra 10-15 ans avant de faire un peu d'ombre. Par contre, à côté, ils refont des plus grands trottoirs, et les trottoirs, ils sont en bitume. Et voilà, on a résolu le problème. On a résolu le problème pour Madame Hidalgo, peut-être, parce que c'est elle la maire. Donc, non, on n'a pas résolu le problème pour nous, citoyens. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faut enlever le bitume, bien évidemment, mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour mettre à la place, donc c'est une question très concrète, hein, pour à la place du bitume sur des trottoirs, et je ne parle même pas des routes, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour enlever ce type de revêtement? On a aujourd'hui des solutions techniques qui permettent de faire des trottoirs ou des rues d'ailleurs qui soient effectivement avec des solutions désimperméabilisées. Je dirais techniquement parlant, on sait faire aujourd'hui. Je veux dire, il y a pas de sujet technique. Alors après,
moi je porterai évidemment pas de jugement sur tel ou tel projet de telle ou telle collectivité. Ce qui est vrai quand même, et nous ce qu'on voit dans les collectivités avec qui on travaille, c'est que pour ça marche, il faut vraiment avoir une approche systémique et qu'effectivement, on ne peut pas se contenter de dire tiens, je vais planter des arbres et puis voilà. C'est vraiment tout l'aménagement du quartier qu'il faut repenser. Depuis la circulation, les trottoirs, les façades, enfin, c'est vraiment une approche globale qu'il faut avoir avec, vous le disiez tout à fait, la participation de la population qui va être de plus en plus un sujet majeur, parce que quand vous changez tout l'environnement des gens, quelque part, c'est pas simple. Mais voilà, c'est évident que c'est pas avec un petit bout de projet sur tel ou tel secteur qu'on arrivera à en sortir. Je voudrais rassurer monsieur, il y a des solutions techniques. Hein. Nous, on a développé un truc qui s'appelle Urbalite. Hein. Allez sur le site, vous verrez, qui sont des bitumes qui sont des bitumes clairs avec un albédo à 0,35 qui sont l'eau peut passer à travers, donc c'est quand même vachement bien pour ce que vous savez. Et puis surtout maintenant, il y a des techniques pour développer des zones qui permettent donc de maintenir une circulation même par temps de pluie intense sans que ça devienne un cloaque, sans que ça devienne un bourbier. Donc ça, c'est pas un problème de technique, c'est plus un problème peut-être de malconnaissance, de méconnaissance de la part de ceux qui décident de ces aménagements. Et donc il y a aussi un effort de formation peut-être de ceux qui décident de ces aménagements-là. Et là, je ne sais pas trop qui s'occupe de former les fonctionnaires qui décident de ça, je ne sais pas. François Chollet, je crois que vous vouliez intervenir également. Non, juste, c'est pas pour prendre la défense de Madame Hidalgo, mais il faut savoir que c'est pas blanc ou noir quand même. Donc ce que je veux dire par là, c'est que les solutions techniques existent. Après, il y a la mise en œuvre, et la mise en œuvre, il y a parfois des réseaux dessous, il y a des limitations propres à certains endroits, il y a des réseaux souterrains, etc., qui font que les choses peuvent être un tout petit peu plus compliquées. Ensuite, là où je suis d'accord, c'est que c'est des choses qui s'abordent sur le plan systémique, c'est-à-dire c'est un ensemble de mesures, c'est pas un arbre par-ci, mais ça m'étonnerait que ce soit pas abordé de façon systémique un peu partout, quand même. On va prendre une autre question. Oui, bonjour. Je suis Juliette Nouel, créatrice des ateliers de l'adaptation au changement climatique. Et ma question s'adresse plutôt à Madame Schwartz, mais j'aurais pu la poser en fait dès la première intervention de Monsieur Béchu et de Monsieur Josse. C'est une question un peu angoissante, mais en fait, quand je regarde les chiffres que vous avez donnés et qui nous conduisent à +4 en France à la fin du siècle, je vois qu'on serait à +2 en 2030 en France, et à +2,7 en 2050. Or, nous sommes sur la dernière décennie, si j'en crois les chiffres donnés par le Haut Conseil pour le climat, déjà à +1,9. Donc, comment est-ce qu'on peut se dire qu'on va ne prendre qu'un dixième de degré d'ici 2030 et que 8 dixièmes de degré d'ici 2050, sachant que, toujours selon Météo France, sur la dernière décennie, on a pris 0,6 degrés de réchauffement. Donc moi, ça m'inquiète un peu. Et je me souviens que Ronan Dantec, qui est présent ici, il y a un peu plus d'un an, donc le fameux 30 janvier, avait dit à M. Béchu, +4 degrés, c'est pas en 2100, c'est en 2050. Donc je suis désolée pour cette question, mais elle me perturbe beaucoup. Merci. Alors, si je peux essayer de vous répondre. D'abord, c'est une bonne question. Et effectivement, le suivi, le monitoring de l'évolution du réchauffement, c'est quelque chose qu'on mène au quotidien. Alors, sur ces chiffres, sans rentrer dans c'est pas une bataille, mais des commentaires trop détaillés sur les chiffres. Cette valeur autour de 1,9 ou peut-être un petit peu moins que vous venez d'évoquer, c'est... Oui, bien sûr, oui, j'entends. Que vous venez de rappeler, pardon. Voilà. Donc c'est une valeur pour, peut-être pas instantanée, mais en tout cas pour l'année 2022, si j'ai bonne mémoire, ou 2023. Et sur 2022, il donne comme chiffre +2,9 degrés en moyenne sur 2022. Donc c'est quasiment à +3. Non. J'ai le rapport sous les yeux. 1,9 degré sur la dernière décennie. Alors c'est quelque chose qui comprend quand même une part de variabilité. On a la tendance de fond de réchauffement. On est par rapport aux observations.
voilà, il y a un signal de fond de réchauffement climatique, et puis il y a une variabilité interannuelle ou sur plusieurs années qui vient se superposer là-dessus. L'estimation de la part liée au réchauffement climatique, elle est plutôt autour de 1,2 aujourd'hui au niveau planétaire, donc ça fait effectivement un peu plus en France. Jean-Michel, si tu veux compléter. Merci Patrick Josse. On va prendre une autre question. Ah, sénateur, on va vous passer le micro, réagir. Oui, en quelques secondes, c'est une excellente question. Effectivement, moi, vous avez bien compris qu'on était très, très étroitement en accord avec Christophe Béchu, mais sur ce point précis, qui revient à une des questions clés de l'adaptation, qui est le quand. Le quand est une question importante. Parce qu'effectivement, dans l'action des collectivités territoriales, dans la manière d'engager les investissements qui vont être considérables, le quand compte aussi beaucoup. Et moi, je pense qu'effectivement, le plus 4 degrés, on n'a pas intérêt à le lier à un moment précis. Parce que d'abord, il y a encore un peu d'incertitude et on est plutôt quand même sur l'idée que ça va se stabiliser, mais pour l'instant, ça progresse quand même très très vite. C'est les chiffres que vous avez donnés. Et que donc, on a plutôt intérêt à se dire, on prend tout de suite le plus 4. On prend tout de suite le plus 4. Et comme ça, l'ensemble des investissements qu'on fait, on ne risque pas de mal d'adaptation. Et après, c'est exactement ce qu'a dit Christophe Béchu. Si on a des bonnes nouvelles, il vaut mieux que ce soit dans le sens que dans l'autre. Mais effectivement, moi, je continue de plaider pour qu'on ne se donne pas un horizon plus 4 à la fin du siècle, mais quasiment tout de suite. On n'y est pas, on est bien d'accord. Pour qu'effectivement, dans les investissements et les choix politiques d'action publique qu'on a à faire, on n'ait pas de mauvaises surprises. Merci beaucoup. On va prendre une dernière question. Voilà. Madame. Bonjour à tous, merci pour cet événement aujourd'hui. Moi j'ai plusieurs questions, mais je vais aller assez rapidement parce que j'ai pas envie de raccourcir du coup les réponses. Alors ma première question, ce serait comment envisager la nature en ville. Vous avez peu évoqué la biodiversité, mais du coup je me permets de rentrer dedans, si je puis me permettre. Avec donc du coup la nature en ville, c'est quoi? C'est des nouvelles espèces, mais aussi des nouvelles maladies. C'est des nouvelles espèces à la fois végétales, puisqu'on parle de végétalisation, mais aussi des nouvelles espèces animales. On a évoqué le rat, la souris et puis les pigeons, mais c'est des espèces qu'il faut prendre en considération d'un point de vue sanitaire et aussi d'un point de vue naturel. Ensuite, ma deuxième question est très technique, mais c'est plutôt la question de la potabilité de l'eau en ville. On a dit que 70% de notre consommation d'eau, c'était les toilettes. Est-ce que c'est vraiment utile d'avoir de l'eau potable dans les toilettes? Je veux dire, c'est un privilège de pays riches européens. Et est-ce que dans la ville de demain, dans la ville à 45 degrés, c'est quelque chose qu'on peut se permettre? Voilà. Et ensuite, si je peux me permettre de rebondir sur monsieur le sénateur et malheureusement... sur l'intervention de monsieur le sénateur plutôt. Et c'est dommage que le ministre ne soit pas là, mais du coup, c'est plutôt l'État est-il vraiment la meilleure échelle régalienne, mais aussi la meilleure échelle d'adaptation, puisque le changement climatique est un phénomène global. Est-ce que vraiment les petites initiatives de la France, petit pays de 70 millions d'habitants au bout du continent eurasiatique, c'est vraiment ce qu'il va changer ou apporter une initiative d'un point de vue mondial? Voilà. 3 questions. Voilà, 3 questions. Alors, sur la biodiversité, je pense qu'on va en parler tout à l'heure, sauf si l'un d'entre vous veut réagir. Allez-y. Juste un point, c'est vrai que on travaille beaucoup aujourd'hui sur la nature en ville. Ça a été évoqué sur les questions justement d'effets sur les îlots de chaleur. On peut créer des îlots de fraîcheur, etc. Mais au-delà de ça, de plus en plus, on travaille sur ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature, justement en jouant des phénomènes naturels, parce que la nature finalement s'adapte beaucoup plus facilement et permet une adaptation beaucoup plus facile. Donc c'est vrai que de plus en plus aujourd'hui, on travaille donc sur ces solutions qui sont vraiment fondées sur des process naturels et ce qui quelque part
je dirais, donne une bonne chance effectivement que ça perdure dans le temps, parce que en vrai, si vous voulez, la nature, elle s'adapte quand même mieux qu'un mur de béton, quoi. Monsieur Chollet. Oui, juste un mot sur la nature en ville. C'est une question qui est très forte. En fait, lorsque vous évoquez la biodiversité, vous questionnez les usages. Qu'est-ce que je veux dire par là? Préserver la biodiversité, la restaurer, c'est quelque part limiter les usages. Et c'est pas neutre. Je pense cet exemple que nous avons, au-delà des 100 000 arbres, nous développons les 5 grands parcs toulousains qui sont des linéaires de trames vertes et bleues, dans lesquels nous avons la vocation de préserver la biodiversité. Et on a été obligé pour ça de définir trois types de périmètres. Le périmètre du parc vrai de biodiversité, le parc nature. Le périmètre des usages, qui est toujours dans le parc, mais qui est différent de celui de la biodiversité. C'est là où on peut passer en vélo, c'est là où on peut se promener. Et puis il y a le périmètre habité, où s'ajoute l'habitat. Donc traiter la biodiversité, c'est lui faire la place. Et lui faire la place, c'est accepter que les usages soient quelque part limités ou transmis ailleurs. Sénateur. Mais moi, je trouve que le ministre a été très très clair sur le fait de dire l'adaptation, c'est chez nous. Et c'est même à l'échelle de nos territoires qui vont avoir des problèmes très différents. Donc il n'y a pas de débat sur le fait qu'on doit s'adapter sur nos territoires. Après que l'atténuation se joue au niveau mondial, bien sûr, mais à ce niveau-là, on sait aussi très bien que si on ne fait pas, nous, pays développés anciens, notre part de l'action de réduction des émissions, on n'entraînera pas le reste du monde. Donc on a une responsabilité particulière de montrer que chez nous, on réduit les émissions. Donc, mais sur l'adaptation, c'est évident que c'est à l'échelle territoriale. Néanmoins, et je reviens sur ce que j'ai dit, je pense qu'on a un enjeu européen. On va avoir des enjeux européens très forts, y compris en technicité. J'imagine pas que le CEREMA va tout réinventer de son côté sans regarder ce qui se fait ailleurs en Europe. J'imagine pas que Météo France va avoir des modèles totalement différents des modèles allemands. Donc on a quand même un enjeu, de collaboration technique européenne très important, et on va avoir un certain nombre de législations qui vont être nécessaires. Je pense notamment les régulations financières qui sont quand même une des questions clés qui est derrière. Beaucoup de régulations financières sont à l'échelle européenne. Il faudra là aussi travailler. Le rôle de la Banque européenne d'investissement, le rôle est-ce qu'on va vers, pour les collectivités, vers de l'argent plus facile, si on fait de l'adaptation, plus facile à trouver et à des taux plus intéressants. Ça, c'est des questions qui sont devant nous et qui se traiteront avec toute la question de l'assurance et de la réassurance aussi à l'échelle européenne. Et là, la France étant un des 27, elle a effectivement une responsabilité spécifique de porter ce débat au niveau européen. Et je crois qu'on est dans ce moment-là et que les Belges ont aussi très bien compris que l'adaptation était devenue un enjeu européen. Voilà. Alors je vous propose, mademoiselle, vous aviez 3 questions, de poursuivre les échanges après. Il y a un temps de cocktail parce que l'heure tourne et il faut absolument qu'on applaudisse nos intervenants.